Salut à tous et bienvenue sur votre 34e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on continue les previews. Et dans la continuité du dernier épisode, on continue la Big 12. Ça fait faire un petit paquet d'équipes. Ce soir, donc, on va présenter Kansas State, Kansas les voisins, Oklahoma State de notre ami Baptiste, Iowa State et Baylor. On va démarrer tout de suite par ces derniers, justement, Baylor qui se trouve au Texas. Valentin Dolmis va nous présenter Baylor ce soir. Bienvenue Valentin. Salut tout le monde. Alors, pour ceux qui connaissent, je suis un peu un fan de Baylor. On a beaucoup parlé sur la fin de saison dernière, donc je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour rappeler leur saison passée. Donc, les Baylor Bears, ils ont fait ils ont eu un bilan de 11-3, dont 2 défaites en saison régulière contre Oklahoma, qui ont été des défaites, une défaite en overtime et une défaite très, très rapprochée au niveau du score. Donc, ils n'étaient pas loin de faire une saison parfaite. Et ils ont eu une défaite contre Georgia au Sugar Bowl. D'ailleurs, le Sugar Bowl, c'était leur première participation en 63 ans. Donc, ça vous pose un peu le truc. Au niveau de la off-season, ils ont perdu Matt Rhule, qui est parti pour les Panthers, pour un contrat, je crois, de 7 ans, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. On a fait un épisode avec Panthers France, d'ailleurs, par rapport à ça, on en a beaucoup parlé. Bon, du coup, on a eu l'arrivée au poste de head coach de Dave Aranda, l'ex-coordinateur défensif de LSU, qui a été aussi coordinateur défensif à Wisconsin. Au niveau de la perte des joueurs, ils ont perdu 12 titulaires, dont 9 en défense. Donc, en sachant que Baylor avait la meilleure défense en Big 12 l'année passée, ça annonce un très gros chantier. Très connaissant Dave Aranda, donc, qui est du coup un ex-coordinateur défensif, il devrait pouvoir apporter sa patte assez rapidement, même s'il va falloir reconstruire ça tranquillement et pas s'attendre à une saison aussi parfaite cette année comme l'année passée. Du coup, en attaque, ils ont leur retour du senior quarterback Charlie Brewer, qui a passé plus de 3 milliards, 21 touchdowns et 7 interceptions l'année dernière. Donc, il n'est pas loin de battre le record du nombre de yards à la passe réussi par Robert Griffin III pour Baylor. Il lui manque 2624 yards, pour être très précis. Donc, c'est largement faisable pour lui en une saison. Donc, c'est quand même un quarterback assez costaud, en sachant qu'il a été blessé assez sérieusement à la tête et au cou, notamment contre Oklahoma. Du coup, Charlie Brewer, il sera coaché par le nouveau coordinateur offensif Larry Fedora, qui est l'ex-coach de North Carolina. Donc, North Carolina, si vous ne connaissez pas, ils ont fait une superbe année l'année dernière en attaque avec Sam Howell, notamment. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter de la production à l'attaque des Bears. Ils ont le retour de Tyquan Thornton au poste de receveur, qui était dans l'ombre de Jalen Hurd et Mims les 2 saisons passées. Donc, c'est un très bon receveur qui est très grand, très athlétique, qui est un peu similaire à Hurd et à Mims en soi. Donc, il devrait être le receveur numéro 1 pour Charlie Brewer. Et ils ont le retour de Jared Atkinson et pour moi, R.J. Sneed qui fera le 3e receveur en tant que titulaire. Au poste de running back, ça va être John Lovett qui va se partager le temps de jeu, qui se partageait l'année dernière le temps de jeu avec Jamie Calasti et qui devrait cette année encore le partager avec Craig Williams qui est sophomore, qui est plus talentueux que John Lovett. Et ils ont le senior running back Tristan Ebner qui est aussi très bon à la réception. Donc, il va pouvoir apporter sa polyvalence à ce poste-là et donner une soupape de sécurité à Charlie Brewer. Au niveau de la O-line, alors ça va être assez compliqué pour eux cette année. Ils ont que deux retours au niveau de la O-line. Heureusement, c'est au poste de tackle avec Blake Bédier et Connor Galvin. Et ils ont 3 nouveaux titulaires sur cette ligne avec Jason Moore au poste de centre, Giancarlo Valentin et Khalil Keith, si je ne me trompe pas sur la prononciation, sur les postes de guard. Donc, ils vont devoir passer un palier parce que l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est eux qui prenaient le plus de sacs
avec 2,5 sacs en moyenne par match. Et au niveau du jeu au sol, c'était pas flamboyant non plus. Donc si l'offense veut pouvoir produire, il faut que la O-line soit compétitive dès le début. Donc on va passer maintenant au niveau de la défense. Donc ce que je disais tout à l'heure, la défense des Bears était la meilleure de la conférence Big 12 l'an passé. Elle a fini première au nombre de sacs et d'interceptions. Mais ça sera sûrement pas la même chose cette année, dû à la perte de 9 titulaires, donc 4 au poste de defensive back, ce qui apporte vraiment une grosse perte de ce côté-là. En sachant que le coordinateur Roberts, qui prône une défense assez agressive, voire ultra agressive, aura du mal à la mettre en place en ayant perdu ses pass rushers stars comme James Lynch, qui a été élu Defensive Player of the Year dans la conférence Big 12 l'année dernière. Et de ce côté-là, ils ont le retour de l'outside linebacker Jalen Pitre, mais qui n'est pas le meilleur dans ce rôle, donc ils vont avoir vraiment du mal. Ils ont pas de valeur sûre à ce poste-là pour produire au niveau sac. À voir comment les jeunes joueurs vont pouvoir se montrer. Par contre, ils ont le retour du junior middle linebacker Terrell Bernard, qui est un de mes linebackers préférés. Il est ultra athlétique, il est rapide, il est costaud. L'année dernière, il a produit pour 112 plaquages, donc 4,5 sacs et 3 fumble recover et une interception. Et surtout, ils ont eu le transfert de Arkansas State, William Bradley King, qui est lui aussi un bon plaqueur pour 49 plaquages, 13,5 pour perte et 8,5 sacs, pardon. Donc, du côté linebacker, ils ont quand même des mecs assez corrects, assez solides. Après, niveau defensive back, c'est là que c'est un peu compliqué. C'est très dur de prédire quelque chose. Il faudra surveiller Kaylen Burns, le cornerback. Après, à voir au niveau des jeunes recrues, s'il y en a qui vont se montrer plus que d'autres. Donc, pour conclure un petit peu au niveau des Bears, ça va être une attaque, une bonne attaque. Ça peut être une très bonne attaque si la O-line fait son taf. Au niveau défense, ça va être compliqué. Il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il soit le numéro 1 l'année prochaine, notamment contre des grosses attaques un peu comme Oklahoma, etc. Ils risquent de prendre assez cher. À mon avis, ça ne va pas être drôle. En espérant que des joueurs comme Terrell Bernard, que j'aime bien, ils ne soient pas trop noyés au milieu de tout ça. Ils ont un coaching staff de qualité, mais qui va devoir peut-être prendre 2-3 saisons pour mettre leur système en place et recruter les joueurs qui vont pour leur système. Et du coup, voilà. Après, juste, je peux faire une petite prévision au niveau du calendrier. Donc, ils commencent contre Ole Miss. Donc, j'espère qu'on va leur rouler dessus. Moi, ça me ferait plaisir, même si j'aime bien Baylor. Je pense que honnêtement, Ole Miss devrait gagner. Après, il devrait jouer Kansas. Devrait gagner. Il joue Incarnate Word. Alors là, je vous le dis en direct, je connaissais même pas cette université. Donc, je pense que ça devrait le faire. Il joue Louisiana Tech, ça devrait le faire. Après, il joue Oklahoma, il devrait perdre. On va pas se mentir. Texas Tech, c'est fort pro. Ça va être dur. TCU, ça va être dur. Texas, ça va être dur. Oklahoma State. Baptiste, toi, t'en penses quoi? Je pense que ça va être dur pour Baylor parce qu'ils ont perdu énormément de monde, surtout en défense. Et avec un nouveau head coach, je pense que ça va être. Je mets une piécette pour Oklahoma State. Voilà, donc Oklahoma State pour Baptiste. Et après, il leur reste Iowa State, West Virginia et Kansas State. Donc voilà, c'est un calendrier assez dur où pour la plupart des matchs, ils peuvent gagner, mais ils peuvent perdre. Donc en espérant qu'ils ne repassent pas dans les bas-fonds qu'ils ont connus il y a 3-4 ans. J'espère qu'ils vont faire une saison assez correcte et peut-être accrocher un bowl sur la fin de saison. Merci beaucoup Valentin pour ton analyse donc de Baylor, une équipe comme tu l'as dit qui te tient à cœur et qui sort d'une excellente saison, voilà, avec tout le coaching staff qui est parti du côté de la Caroline du Nord en NFL. On va tout de suite passer à toi Augustin de Notre-Dame, à ta présentation des Wildcats de Kansas State. Ouais, donc Elio, Kansas State, une équipe qui a surpris en Big 12, l'an dernier, donc ils ont fait une magnifique saison. Ils terminent 3e de la Big 12, donc c'était bien au-delà des espérances.
avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Des victoires notamment face à Mississippi State, TCU, le 5e de l'époque qui était Oklahoma, donc un big upset, et le 23e Iowa State. En revanche, il y a eu 2 défaites d'un rien face à Texas et West Virginia. La défaite face à West Virginia est vraiment dommageable. Il aura peut-être coûté, une place dans le top 25. Et 2 grosses défaites face à Oklahoma State et face à Baylor. Au niveau du bowl, ils se qualifient pour un bowl. Dommage, ce bowl ne vient pas récompenser leur belle saison. Il y a une petite défaite de 3 points face au 23e national, Navy. Alors, leur intersaison, elle a été pas trop mouvementée, du moins le coordinateur défensif Hazelton est parti pour les Spartans de Michigan State. Et le nouveau coach de la défense sera l'ancien coach des DB de l'équipe. Donc une promotion qui ne va pas changer tant de choses puisque cet entraîneur avait déjà une grande influence sur la défense de Kansas State qui était une défense performante notamment grâce au backfield. Au niveau des points forts et des points faibles de l'équipe, alors là ça devient chaud parce qu'il n'y a que 9 starters qui sont de retour. En attaque, la pièce centrale du puzzle, ce sera leur QB qui, lui, Dieu merci, revient, c'est Skylar Thompson. Alors, Skylar Thompson, il est titulaire depuis 3 ans. C'est 4400 yards pour 26 touchdowns et 12 interceptions. Bon, c'est pas terrible comme stat, mais il connaît le playbook et il est surtout une menace au niveau de la course. En témoigne, par exemple, ses 11 touchdowns l'an dernier. Et c'est comme ça qu'il a carry l'équipe. Mais bon, cette année, il risque encore de beaucoup courir avec son squad de receveurs décimé. Il pourra compter sur des jeunes joueurs, des freshmen, et dont le graduate transfert de Northern Iowa, le tight end Bray Moore. Son arrivée est la bienvenue. Pour être bon, il a vraiment besoin d'avoir des armes avec lui. Donc vite les Wildcats, trouvez-vous votre nouveau Jordy Nelson ou Tyler Lockett. Sinon, ça sera trop compliqué pour vous cette année au niveau du jeu à la passe. Et je me répète encore une fois, Thompson va encore plus courir parce que, préparez-vous, l'intégralité de la ligne offensive ne sera pas de retour. Kansas State, pourtant, ne fait pas de line trop dégueu. Alors, je suis partagé entre le manque d'inexpérience et la capacité de Kansas State à bien former des O-line. Pour vous donner quelques exemples, ils ont formé des Dalton Riner, Cody Whitehair ou Nick Leakey au début des années 2000. Au niveau de la défense, il y a un petit peu moins de pertes. Le patron de la défense sera le linebacker Justin Hughes, qui revient de blessure, mais qui était vraiment le patron de la défense, qui avait fait un nombre de plaquages hyper impressionnant il y a 2 ans. Donc il y aura de la continuité avec le nouveau defensive coach qui avait assuré à Kent State une bonne défense l'an dernier, notamment grâce au DB. Concernant les DB, 2 sont partis. Il faudra aussi en retrouver d'aussi bons, mais je ne me fais pas trop de soucis parce que les 2 playmakers seront encore là. Par contre, les interrogations concernent plus la D-line avec le départ de 3 titulaires, dont tous les edge rushers. Le joueur à suivre sera White Hubbard. White Hubbard, un defensive tackle. En 2 ans, c'est 11,5 sacs et 20 tackles for lose. Mais il sera bien trop seul à l'intérieur de la D-line. Et une montée en puissance d'un bon edge rusher ne ferait pas de mal du tout. Au niveau du calendrier, je veux dire que c'est un calendrier plutôt favorable qui tombe à point nommé pour l'équipe de la Big 12 qui a subi le plus de départs cette année. Ils accueilleront Buffalo, North Dakota, Vanderbilt, le match de la SEC comme tous les ans, Texas, Kansas, Texas Tech et Oklahoma State. Ils se déplaceront du côté de West Virginia, TCU, Iowa State, Oklahoma et Baylor. Alors, faire aussi bien que l'an dernier, ça me paraît impossible malgré ce calendrier. L'équipe est trop renouvelée, malgré leur super head coach. En fait, une expérience de leur effectif et particulièrement celle de la O-line risque de trop leur coûter. Et je pense pas que, même si ce quarterback il court très bien, il puisse se passer d'une bonne O-line. Et je pense que l'objectif à viser pour Kansas State, c'est de se qualifier pour un bowl. Les 6 victoires c'est largement atteignable, 6 victoires.
Et voilà, je pense que ça doit être l'objectif pour l'équipe de Kansas State, c'est se qualifier pour un bowl à la fin de la saison. Eh bien, merci beaucoup, Augustin, pour ta présentation de Kansas State. On parlera de l'autre équipe du Kansas tout à l'heure, mais en tout cas, ouais, Skylar Thompson qui est quand même bien pressenti, qui avait fait une saison pas trop mal la saison dernière, puis comme tu l'as dit, cet upset qu'ils ont infligé à Oklahoma. On va passer tout de suite, eh bien, justement, à Oklahoma State. Alors, pas Oklahoma, Oklahoma State qui va être représenté par son représentant Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Baptiste, on t'en prie, c'est à toi. On sait que ça te fait plaisir ce soir d'en parler. Alors ça fait plaisir, bon ça fait moins plaisir quand tu nous compares avec les consanguins de Norman, mais voilà, je vais pas tenir rigueur mon petit Elio. Donc c'est pas grave. Donc promis, je fais court, je fais efficace, je vous bombarde pas de noms, voilà, on va faire pour le mieux. Donc on va revenir rapidement sur la saison 2019. Qui s'est soldé par un bilan de 8-5 avec une défaite finale dans un bowl. Donc très rapidement, des victoires contre Oregon State, Tulsa et McNeese State pour les 3 matchs interconférences. Et dans les matchs intraconférences, ça a été un petit peu plus compliqué au départ, avec notamment des défaites contre Texas dans un match relativement serré, Texas State, Baylor et Oklahoma. Donc c'était la première année de Sean Gleason, le nouveau coordinateur offensif qui venait de Princeton à l'époque, qui avait mis en place une attaque, on va pas se le cacher, très complexe et un peu trop complexe pour Spencer Sanders, le quarterback titulaire. Donc il a décidé de revenir à des choses un peu plus basiques sur la deuxième partie de saison et ça fonctionnait un peu mieux avant la blessure de Spencer Sanders, le quarterback. Sean Gleason n'est malheureusement plus là, il est parti pour Rodgers. Allez, petit spoiler alerte, c'est moi qui vais m'occuper de la présentation de Rodgers dans l'épisode sur la Big Ten East, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc Sean Gleason est parti et Casey Dunn, l'ancien coach des receveurs, qui est quand même un peu la spécialité d'Oklahoma State ces dernières saisons, a été promu au rang de coordinateur offensif. Donc ça sera sa première année. Donc avec un effectif qu'il connaît bien. Donc normalement la transition devrait être douce. Alors tout allait pour le mieux dans le petit royaume d'Oklahoma State. Chuba Hubbard, le running back, était de retour. Tylan Wallace, le receveur, était de retour. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que McGundy, le coach, a fait un peu parler de lui, sous l'effet d'ailleurs d'un tweet de Chuba Hubbard, le running back. Alors pour faire très rapide, il portait un t-shirt McGundy portait le t-shirt d'une chaîne de télé d'informations qu'on pourrait qualifier d'extrême droite. On va pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, c'est une opinion controversée, donc notamment sur le mouvement Black Lives Matter. Et quand l'effectif est composé à 80% de joueurs noirs, forcément ça passe mal. Et quand le joueur le plus important de l'effectif prend position contre le coach, forcément ça fait des remous. Donc je pense qu'il n'est pas passé loin de carrément du renvoi. Pourtant, McGundy, pour faire un petit rappel, c'est sa 15e saison en tant que head coach d'Oklahoma State. Il a été quarterback avec les années Barry Sanders et Truman Thomas, donc dans les années de gloire des années 80. Et donc c'est quand même un enfant du pays, une légende vivante à Stillwater, mais il n'est pas passé loin du renvoi pour des raisons extra-sportives. Donc c'est quand même un climat plus ou moins compliqué qui s'est installé à Stillwater, alors que tout était en place pour une saison 2020 tout à fait réussie. Peut-être la saison la plus hypée depuis celle de 2017 et le retour quand Mason Rudolph et James Washington avaient annoncé le retour. Donc, petite présentation de l'année 2020. Alors, très clairement, c'est l'équipe de la Big 12 où il y a le plus de titulaires qui reviennent. En défense, il y a seulement un seul titulaire qui ne revient pas, c'est Edgy Green. Non, pas le receveur des Bengals, mais le DB qui n'a pas été drafté et que je crois qui a été signé par les Browns, si je dis pas de bêtises, il me semble.
Bon, en tout cas, c'est le seul titulaire qui n'est plus là. En attaque, c'est surtout sur la O-line où il y a un peu de perte, et notamment Marcus Keys, qui était un titulaire sur 4 ans au poste de left guard. Donc là, pour le coup, c'est une grosse perte. Et sans oublier la retraite d'Alan Galloway, malheureusement, qui allait être junior et qui faisait partie un peu des titulaires et qui a décidé d'arrêter le foot pour des raisons médicales, tout simplement. Donc on arrive sur une équipe très expérimentée, menée par Chuba Hobart, notamment le running back, qui avait fini le meilleur coureur de la saison dernière avec plus de 2000 yards, quasiment 2100 yards d'ailleurs. Et ça a été assez une surprise quand il a annoncé son retour au sein des Cowboys, une excellente surprise d'ailleurs. Donc des grands espoirs sont fondés sur lui et sur Tylan Wallace, le receveur qui s'est blessé en cours de saison l'année dernière, et malgré sa blessure au bout de 6 matchs, il a fini, si je dis pas de bêtises, premier ou deuxième au classement de la Big 12 en termes de yards. Donc c'est un double finaliste du trophée Biletnikoff. C'est un jeune plein de talent et on a hâte de le revoir sur un terrain de foot. Derrière les deux, il y aura quand même la progression de Spencer Sanders, le quarterback, qui sera quand même à surveiller. Parce que même s'il a fait une très bonne saison en tant que redshirt freshman l'année dernière, il a fait pas mal d'erreurs aussi, qui ont coûté pas mal de points à Oklahoma State. La question, c'est de savoir, est-ce qu'avec une attaque peut-être plus simple, avec un an d'expérience derrière lui, est-ce qu'il va être capable de faire passer le cap à Oklahoma State pour les mener vers les sommets, parce que si tout se goupille bien, sky is the limit, comme on dit, pour cette équipe d'Oklahoma State. Donc là, une partie de la réussite passera par Spencer Sanders et sa capacité à progresser d'une année à l'autre. Donc la O-line, tout va bien en attaque, avec la O-line qui était probablement la meilleure depuis très longtemps. Ça me permet de faire la transition en plus avec Gus qui a parlé de Kansas State, puisque l'entraîneur de la O-line est Charlie Dickey, qui est en fait l'ancien entraîneur de la O-line de Kansas State, et donc c'est lui qui a formé pas mal de très bons joueurs NFL, et il est en train de faire de l'excellent travail pour la OL d'Oklahoma State, qui va probablement qui protégera très bien Spencer Sanders cette année. Donc ça va être c'est bizarre de le dire, mais ça va être une force cette année du côté d'Oklahoma State. Du côté de la défense, alors le point fort, ça sera les linebackers. Alors c'est très difficile, là aussi pareil, on y a presque du mal à le croire, mais notamment le duo Malcolm Rodriguez et Amen Obgong. Alors c'est hyper dur à prononcer, et pourtant je me suis entraîné et je l'entends toute l'année, mais Amen Obongbemingba vont faire partie peut-être du meilleur duo de linebacker de la conférence. Donc deux seniors, avec tous les deux ont fait plus de 100 plaquages l'année dernière, un pick six pour Rodriguez, des sacs en veux-tu en voilà, donc un duo qui va être peut-être le point le plus fort de la défense d'Oklahoma State. Alors la question peut-être qui va être un peu plus, c'est plutôt au niveau de la defensive line, pas mal de joueurs mais un petit peu interchangeables, c'est-à-dire que entre Trace Ford, Tyler Lacy, Brock Martin, etc., on est sur des joueurs à peu près d'un même niveau, on va dire, mais pas forcément de difference maker. Donc à voir si l'un d'entre eux arrive à progresser et à marquer les matchs de son talent. Alors je suis un peu dur avec Trace Ford, qui a fait une excellente saison en tant que freshman l'année dernière, mais de manière globale, il n'y a pas vraiment, c'est peut-être le poste où en termes de talent pur, c'est peut-être là où c'est un peu le déficit au niveau de la défense. Au niveau on a l'arrivée de Colin Clay, qui a un transfert d'Arkansas, qui était un ancien joueur de l'Oklahoma, l'État, et donc Oklahoma State avait loupé son recrutement en sortie de lycée, qui a fait son retour. Donc il est très content de recruter un ancien Oklahoman qui revient un peu à la maison. Donc je pense que lui, il sera vraiment une force cette année en 2020. Et aussi Israel Antoine, qui lui aussi venait de Colorado l'année dernière, et qui est au poste de tackle, qui risque de faire beaucoup de bien. Là, il y a une rotation en fait sur la D-line d'une 12-13 joueurs d'à peu près niveau équivalent. Donc je pense que c'est peut-être le poste où les blessures seront le moins importantes, puisqu'il y a du monde derrière.
Alors, au niveau des DB, il y a le retour de Rodarius Williams, donc qui sera un redshirt senior, donc le frère de Greedy Williams chez les Browns, et donc au poste de cornerback avec la question de qui sera son partenaire. Probablement Jarek Bernard ou Thomas Harper, ou peut-être Christian Holmes, le grade transfert de Missouri, voilà, qui a pas mal de matchs de sec derrière lui. Donc ça pourrait être lui un peu peut-être le facteur X en défense aérienne. Au poste de safety, on pourrait citer Colby Harvey-Peel, bien sûr. Hein, donc lui, c'est peut-être un true junior qui a fait une saison l'année dernière assez extraordinaire en poste de safety avec pas moins de 5 interceptions. Alors il s'est blessé, il s'est fait les croisés en fin de saison dernière, donc on espère qu'il arrivera en forme pour le début de la saison 2020, si saison 2020 est là, et aussi départ il y a en octobre, en septembre, pardon. À côté de Harvey-Peel, probablement très Sterling, donc pareil un junior, voilà, très très puissant, voilà, c'est des gros plaqueurs. C'est un peu à l'image du coordinateur défensif Jim Knowles qui vient de Duke, ancien head coach de Cornell en Ivy League. Donc voilà, c'est très intelligent, mais par contre il adore quand ça blitz, il adore quand ça tape, et voilà, ces joueurs sont un peu à son image. Donc voilà du côté de la défense. Alors très rapidement au niveau des special teams, on espère que Tom Hutton, le punter qui est arrivé d'Australie l'année dernière qui avait 29 ans déjà pour son année freshman, va un peu progresser parce que c'était pas top. On va pas on va pas dire, on va pas se le cacher. Il a fait une saison qui était vraiment pas terrible. Voilà, au niveau punter, on espère que ça va être un peu mieux. Voilà pour un peu l'état des forces en présence. Alors maintenant, on va pouvoir un peu se projeter sur 2020. Donc le match contre Oregon State de début de saison est annulé puisque la Pac-12 a décidé de ne pas jouer les matchs interconférences. Donc théoriquement, la saison devrait commencer par la réception de Tulsa, hein, donc l'autre fac de l'Oklahoma, puis Western Illinois, une fac de FCS, avant le début de la Big 12 avec un déplacement à TCU, déjà un match très important. Puis la réception d'Iowa State, puis un déplacement à Kansas, puis un déplacement à Norman pour affronter l'ennemi intime, qui sera probablement le match le plus important de la saison, avec le dernier, la réception de Texas le 27 novembre. Pourquoi peut-être le plus important? Parce que je pense que le vainqueur du match Texas-Oklahoma State sera en finale de conférence, probablement contre Oklahoma, mais en tout cas, voilà, ce match contre Texas le 27 novembre sera hyper important. Qu'on soit très clair, si cette équipe arrive à suivre Mike Gundy, parce que c'est pas simple avec ce qui s'est passé en intersaison, si tout se met bien en place, s'il n'y a pas de finale de conférence à la sortie, ça sera une année décevante, on va pas se le cacher. Donc moi je vois un bilan, alors là actuellement il y a 11 matchs de prévus, je vais un bilan de 9-2 avec peut-être deux défaites dans la Big 12, probablement Oklahoma parce que voilà, je vous renvoie aux stats de la rivalité, mais voilà, elles sont assez terribles en matière pour Oklahoma State. Peut-être une défaite à Oklahoma et une défaite supplémentaire à Baylor peut-être. Alors j'ai dit tout à l'heure à Val que je vois une victoire d'Oklahoma State, mais je crois que ça fait depuis 2009 qu'ils n'ont pas gagné à Baylor, donc ça commence à remonter mine de rien. Donc voilà, il y a plein d'espoirs pour Oklahoma State, mais on n'est jamais autant déçu que quand on attend des choses, donc de la part des Cowboys. Donc allez, 9-2, mais avec quand même des pincettes parce que c'est Oklahoma State, il y a forcément un truc qui va foirer dans la saison, on le sait. Voilà. L'optimisme a son paroxysme apparemment. Non, mais tu vois, c'est des années de déception qui parlent, donc je préfère, tu vois, tempérer et puis être vraiment content à la sortie. T'inquiète, je compatis, on supporte le même genre d'équipe chaque année. Enfin voilà, on se comprend très bien. Du coup, on va passer, d'ailleurs, en parlant de déception, on va passer au Kansas Jayhawks, du côté de Lawrence, dans le Kansas. Eh bien, c'est moi, Elio de Maryland, qui vais les présenter aujourd'hui. Alors, Kansas, c'est 3 victoires pour 9 défaites, une victoire en conférence plus 8 défaites, donc très sympa. Des victoires face à Indiana State, donc toute petite fac, Boston College et Texas Tech. Voilà, et des défaites à Coastal Carolina, gros upset, West Virginia, Texas Christian University, Oklahoma, Kansas State, Oklahoma State,
Iowa State, Baylor, mais surtout défaite à Texas à l'extérieur, hein, donc du côté d'Austin, 48-50. Donc sacré match, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, c'était vraiment sympa. Et ça s'est joué sur le fil du rasoir. Pour le classement AP Poll et les bowls, aucun, hein, bien entendu. Et de toute manière, le Media Poll de la Big 12 annonçait Kansas comme étant la plus mauvaise équipe avant la saison. Et bien, ça n'a pas loupé parce qu'ils ont terminé dernier. Mouvement d'intersaison. Alors, c'est toujours le même coaching staff qui est emmené par l'ancien coach emblématique d'Oklahoma State. 3 saisons Oklahoma State chez toi, Baptiste. Et d'LSU, surtout 11 saisons, un National Championship, donc victoire sur l'année, et 2 fois champion de la SEC. Donc, avec LSU, c'est Les Miles, le coach qui fait partie des coachs avec la plus grosse longévité en college football, et surtout qui a laissé une empreinte du côté de la Louisiane, lui qui est arrivé juste après Katrina, qui a laissé une empreinte indélébile. Et c'est sa deuxième année du côté du Kansas. Il a avec lui toujours le même offensive coordinateur, Brent Dearmon, et toujours le même defensive coordinateur, DJ Elliott. Voilà, c'est leur deuxième saison aussi. Le plus gros départ, c'est celui d'Hakeem Adeniji, le guard, au 6e tour chez les Cincinnati Bengals lors de cette draft 2020. Donc c'est vraiment un très beau bébé qui va manquer à la O-line, qui est déjà une O-line assez pauvre, et là ils perdent leur meilleur O-line, quoi. C'est un guard, mais c'est le meilleur de la O-line. Le QB titulaire Carter Stanley, auteur de 24 touchdowns la saison dernière pour 11 interceptions, qui vient de quitter le navire aussi parce qu'il a terminé sa dernière année de fac, son année senior. Et pareil, fin d'année senior, donc départ du meilleur linebacker de l'équipe, Najee Stevens-McKenzie. Au niveau des commits, parlons-en des commits de Kansas. Eh bien, ce n'est pas fameux parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la 57e meilleure classe du pays des commits lycéens, donc c'est très, 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 très bas. Et c'est la 10e meilleure classe du Big 12, donc les derniers, tout simplement. Allons-y aussi, franchement. Donc c'est que des 3 étoiles au maximum, faut pas se leurrer. Il y a Jacoby Bryant et Juicy Maybury qui sont les 41e et 59e meilleurs cornerbacks lycéens. Christian Brown et Tywan Burial qui sont les 49e et 62e outside linebackers du pays. Jalen Daniels, le 48e meilleur quarterback du All-Free du pays. Donc vraiment, c'est très bas. Will Jeans et Trevor Cardell, 46e et 54e meilleur tight end du pays. Pas de transfert, pas d'arrivée par le portail des transferts. Ça, c'est pareil. Normalement, ça peut être une petite mine d'or pour certaines équipes. Ça n'a pas été le cas du côté du Kansas. Les points forts de cette équipe des Jayhawks, eh bien, c'est Lace Miles, tout simplement, le head coach. C'est un homme à projet qui est capable de construire un programme et qui en est qu'à sa 2e année. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Avec lui, il emmènera une équipe quand même très revancharde, qui n'a pas perdu non plus beaucoup de joueurs lors de cette intersaison. Et donc l'expérience sur le terrain devrait quand même un peu parler. Voilà, c'est des joueurs qui se connaissent, c'est des joueurs qui ont évolué depuis, ça va être leur 2e saison avec tout le coaching staff. Donc ça ne peut entre guillemets qu'aller mieux, on va dire, surtout avec Les Miles comme head coach. Vraiment, allez faire des recherches sur Internet, vous allez voir, c'est assez fou que lui se retrouve là-bas. Au niveau des points faibles de l'équipe, c'est une équipe faible en général, en fait, on va réutiliser le mot, qui est très faible dans une grosse conférence quand même. La Big 12, ce n'est pas rien, c'est sûrement la 3e meilleure conférence, non, peut-être 4e, mais c'est une des plus grosses conférences, c'est du Power 5, on sait très bien. Il n'y a pas eu de réel renfort ces dernières années dans l'équipe, seulement 3 commits 4 étoiles sur les 4 dernières années, donc ça fait mal. On sait que des fois les étoiles ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même c'est un indicateur. Il y a une très mauvaise O-line, surtout avec le départ d'Adeniji, comme je le disais. Malgré le fait qu'il était là l'année dernière, il y a eu quand même 21 sacs rien que contre le QB Carter Stanley. Donc voilà. Le nouveau quarterback va avoir du travail. Et d'ailleurs, en parlant de nouveau quarterback, il va falloir trouver un quarterback titulaire. Ils ont essayé de faire via le portail des transferts de récupérer l'ancien quarterback de North Carolina, Kate Fortin, mais qui a finalement choisi University of South Florida, donc qui n'est pas non plus une énorme université. C'est pour dire combien Kansas n'a pas forcément la meilleure des images. Le quarterback titulaire, ça devrait être l'ancien 2e meilleur quarterback de JUCO en 2018, voilà, de Junior College.
qui est un ancien commit de Pittsburgh, qui était 18e quarterback Pro Styles 2016 en sortant du lycée. Et c'est Thomas McVitie, voilà, donc, qui a évolué après Pittsburgh en JUCO et qui était le deuxième, mais mieux classé en tout cas parmi les quarterbacks de JUCO. À voir, c'est toujours sympa les quarterbacks de JUCO parce que c'est des mecs qui n'ont rien à perdre et qui sont un peu touche à tout. On va dire que c'est pas forcément que des quarterbacks purs et durs. Et en JUCO, il y a des gros quarterbacks qui sont passés. Alors là, je ne le vendrai pas comme tel, hein, mais je vous dis un nom sur les années récemment qui a été Iceman. C'est un certain Cam Newton, par exemple, qui était en JUCO. Donc, faut pas amoindrir le fait que Mike Vitti vienne de là-bas, mais bon. Dans les joueurs à suivre, eh bien, en attaque, c'est le duo de receveurs Andrew Parchment, donc un junior, 829 yards la saison dernière et 7 touchdowns. Et l'autre receveur, c'est Stephen Robinson Jr., qui est lui aussi en classe junior en troisième année. 727 yards à la réception, 8 touchdowns la saison dernière. Donc 15 touchdowns à eux deux. Ils vont animer l'offense et donner un peu de jus au nouveau QB, des bonnes armes. On a aussi le running back Puka Williams Jr. C'est plus de 2 milliards en 2 saisons. Pas énormément de touchdowns, mais plus de 2 milliards. Donc voilà, ce qu'avec sans O-line, il fera quelque chose. Mais en tout cas, ça peut être une arme non plus. En défense, joueur à suivre en défense, sincèrement, quasiment personne. Je mettrais le linebacker troisième année, Drew Prox, qui a fait 2 sacks la saison dernière, un forced fumble et une pass deflection. C'est quasiment celui qui a les meilleures stats et quand j'ai regardé un peu, bon, qui s'en sortait apparemment le mieux après le départ de Stevens McKenzie. Au niveau du calendrier, eh bien, le calendrier, ça démarra à Baylor, comme l'a dit Valentin. Ensuite, c'est Boston College à domicile. Ensuite, déplacement à Coastal Carolina, Iowa State à domicile, déplacement à Kansas State pour la rivalité, le Sunflower Showdown, parce que le Sunflower, c'est le tournesol comme fleur qui représente l'État du Kansas. Oklahoma State à domicile, déplacement à West Virginia, Texas à domicile, Texas Tech à l'extérieur, Oklahoma à l'extérieur et TCU à domicile. Pour moi, les matchs importants cette saison, c'est justement le Sunflower Showdown face à Kansas State le 10 octobre. Bon, le 10 octobre, on verra, c'est toujours la date. Voilà, c'est une rivalité face à une équipe qui reste quand même prenable, entre guillemets. Et c'est en milieu de saison, donc ça sera un bon indicateur un peu de la puissance nos Jayhawks de Kansas. Puis le dernier match face à TCU devrait être pas mal aussi, parce que l'équipe et le nouveau quarterback seront enfin bien en place, normalement. Et TCU, c'est une grosse équipe, mais toujours prenable, alors pourquoi pas. Voilà. Les objectifs en jeu de la saison, devenir une meilleure équipe, prendre le maximum de victoires possible. Les Miles doit laisser son empreinte et recréer un programme comme il a déjà su le faire auparavant. Très important. Avoir des joueurs 3 étoiles ne veut pas dire ne pouvoir rien faire. On l'a vu notamment du côté de Minnesota. Donc il faut faire confiance au coaching staff et espérer du côté du Kansas parce que voilà, y a que l'espoir qui fait vivre, je pense, à ce niveau-là. En projection, je reste quand même très pessimiste. C'est 2 victoires pour 9 défaites, avec des victoires à domicile face à Boston College et à l'extérieur face à Coastal Carolina, qui ne devraient pas reposer de problème cette année comme ils l'ont fait la saison dernière. Voilà pour les Kansas Jayhawks. Si jamais vous les supportez, n'hésitez pas à nous le dire parce que ça nous surprendrait. On va tout de suite passer à la dernière équipe de cette présentation de la Big 12 et on aura terminé la Big 12. C'est Iowa State, les Cyclones d'Iowa State, qui se trouvent à Ames dans l'Iowa, 50 km de Des Moines, encore référence à Slipknot parce que c'est un peu la seule chose qui est en Iowa. On va passer au résultat de la dernière saison. Je vais te présenter avec Augustin de Notre-Dame. Moi, je vais démarrer, puis Augustin fera la seconde partie d'Iowa State, travail d'équipe. Iowa State, les résultats de la dernière saison, c'est 7 victoires pour 6 défaites et en conférence, 5 victoires pour 4 défaites. Donc, ils finissent 5e de la conférence et ils avaient la prédiction d'être 3e par les médias avant la saison. Mais voilà, 5e de conférence. Victoire face à Northern Iowa, donc ça vaut vraiment rien, on va dire. Louisiana Monroe, ça vaut rien aussi, mais ça reste des victoires. Face à Louisiana Monroe, ils ont quand même mis 72 points contre 20. Victoire face à TCU, important. West Virginia, Texas Tech, gros upset pour Texas, et Kansas. Donc, quand même quelques victoires importantes. Et des défaites face à Iowa, 17-18 pour la rivalité. En plus, le Cy Young Trophy, 1 point.
Défaite face à Baylor, 21-23. Défaite face à Oklahoma State, 27-34. Défaite face à Oklahoma, 41-42 face aux géants Oklahoma. Ils ont mis plein de points face à la défense d'Oklahoma, qui n'était pas super bonne, il faut le dire aussi l'année dernière. Défaite face à Kansas State et défaite face à Notre-Dame au Camping World Bowl, 9-33. Faut dire que c'est encore une fois, c'est des défaites qui jouent à franchement un touchdown ou un field goal. C'est pour ça que je vous ai dit les scores. Et surtout cette grosse défaite, pareil. Allez voir le match face à Oklahoma, c'est un truc de fou. Enfin, et Léo, voilà, n'hésitez pas. Si je peux ajouter à propos du match face à Oklahoma, c'est pour dire que si Iowa State a perdu, c'est la dernière action, c'est sur le dernier drive, passe de Brock Purdy pour Charlie Collard, il me semble, en end zone, et ça a été intercepté par un DB des Sooners. Donc ça s'est joué ça s'est joué à rien en fait. Purdy, ouais, qui n'avait pas la même expérience que Jalen Hurts en face. On va passer au classement AP Poll et au Bowl. Alors, ils n'étaient pas dans le classement AP Poll final, mais ils ont quand même fait 2 apparitions durant la saison avant ce classement top 25. Par contre, ils ont eu un bowl donc, face à Notre-Dame au Camping World Bowl d'Orlando, et grosse défaite 33-9. Donc assez anecdotique, mais assez jouissif pour notre ami Augustin de Notre-Dame. Les mouvements pendant l'intersaison, eh bien, c'est le Big 12 Coach of the Year 2017 et 2018, Matt Campbell, qui est de retour pour sa 5e saison en tant qu'head coach du côté d'Iowa State, avec toujours pour sa 4e saison son offensive coordinateur Tom Manning et son defensive coordinateur Johnny Cock pour sa 5e saison. Aucun joueur drafté en revanche du côté d'Iowa State là, pour 2020. Et puis, départ du QB remplaçant qui était pressenti être le futur titulaire quand même, Real Mitchell du côté de Temple, à côté de Philadelphie. On avait notamment pu le voir, ce quarterback dans la série QB1 qui est présente sur Netflix. Il n'y a que la dernière saison, mais il y a 2 saisons avant. Trouvez-la sur Internet, franchement, ça vaut le coup. Il était au fameux lycée Saint John Bosco en Californie, voilà, qui crée des... Je m'en rappelle, il était en compétition d'ailleurs avec Hugh Galilei, le futur quarterback de Clemson, qui est un des meilleurs du pays. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir et vous connaîtrez Real Mitchell, mais qui n'est plus là. Au niveau des commits, c'est la 46e classe du pays et la 6e du Big 12. Voilà, il n'y a qu'un seul 4 étoiles, sinon ce ne sont que des 3 étoiles. Hunter Deckers, 4 étoiles et 12e du Alfred QB du pays, donc ça va quand même, c'est pas mal, ça c'est un bon commit. Sinon, derrière, pour les 3 étoiles, eh bien, il y a Latrell Bankston, le 3e meilleur defensive tackle sorti de JUCO, lui aussi. Vous voyez, tous ces programmes recrutent beaucoup en JUCO, ça va être pas mal. Il y a Aidan Bowman, le 23e pro-style quarterback, et Johnny Wilson, le 36e defensive edge. Xavier Hutchinson, le 10e receveur en JUCO aussi, voilà. Et Cole Pedersen, le 40e outside linebacker. En transfert, il récupère l'ancien cornerback 3 étoiles, Greg Ross, qui nous arrive depuis North Carolina, et le kicker de Liberty, Alex Proberts également. Voilà. Alors les points forts en attaque, je dirais que Brock Purdy, qui est QB sophomore, 2e année du coup, titulaire, qui avait pris les rênes depuis son année freshman, il a été redshirt je crois à un moment. Et l'année dernière, il inscrit 27 touchdowns pour 9 interceptions et 8 touchdowns à la course. Il est considéré comme un des meilleurs espoirs du college football, avec un excellent bras. Vraiment, ce Purdy, 1m85, je vous souhaite d'aller le voir un peu jouer. Il a un énorme potentiel, il connaît déjà la manière de fonctionner de son offense, avec des joueurs de retour et toujours le même coaching staff. Donc ça ne devrait pas trop poser de problème pour lui et pour son... Voilà, il n'a pas un playbook à réapprendre. Il sait ce qu'il doit faire, il connaît les joueurs autour de lui. Retour pour sa 2e année aussi du running back, l'ancien 4 étoiles Breece Hall, qui était auteur de 9 touchdowns et 897 yards à la course la saison dernière, plus un touchdown à la réception. C'est un double menace, il sait réceptionner les ballons. C'est important, ça aussi, ça apporte beaucoup d'animation offensive. Très bon tight end sophomore Charlie Collard, excellent, ça sera un excellent atout. Sa force dominante, ça lui a permis d'inscrire 7 touchdowns pour 197 yards à la réception l'année dernière. Vraiment, ça va être un vrai atout. Et puis malgré seulement 2 touchdowns, Deshaunte Jones, ça sera une très bonne aide au poste de receveur, avec notamment 877 yards à la réception l'année dernière. Donc une attaque avec des jeunes joueurs talentueux qui se retrouvent de nouveau et vont pouvoir passer un palier ensemble avec le même coaching staff. Je vais passer la main à Augustin parce que j'ai un peu trop parlé, il me faut un coup d'eau.
Donc oui, Elio, au niveau de la défense, c'est comme au niveau de l'attaque, quasiment tous les titulaires sont de retour, à commencer par un pass rush qui sera performant à les personnes de Jaquan Bailey et Zach Peterson. Euh, je suis beaucoup plus optimiste, du moins confiant, au niveau de la ligne à l'intérieur, avec Uwazurike et un phénomène annoncé de Juco qui s'appelle Latrell Bankston et qui est un vrai freak, une sorte de monstre physique dont j'ai oublié les mensurations. Donc voilà, je pense que la D-line sera un très bon atout du côté du campus d'Ames. Des linebackers qui seront aussi solides malgré la perte d'un titulaire, mais pour moi, la véritable force sera derrière ces mêmes linebackers, donc ils pourront compter sur un backfield très performant pour boucher les trous. D'autant plus que tous les joueurs seront de retour, avec en tête les safety Greg Aisworth et Lawrence White, qui seront tous les deux du coup seniors et apporteront leur expérience à un jeune safety, strong safety Ishimi Young. Donc c'est un freshman qui était une des cibles principales de Penn State lors de ce recrutement, qui était underranked, qui était sous-classé. Et voilà quoi, il y a de l'avenir en défense du côté d'Iowa malgré l'expérience. Alors en fait, moi j'espère vraiment que cette défense va réussir à step up l'équipe en mettant des stops aux équipes adverses. Euh, j'ai envie de les voir mettre à bien cette expérience pour faire gagner les matchs qui perdaient d'un rien l'an dernier. Donc, on sait qu'Iowa State avait des problèmes sur les third down et j'aimerais bien que ces joueurs, maintenant forts de leur expérience, mettent des stops aux offenses adverses. Au niveau du calendrier, le match face à Iowa est annulé. C'est vraiment dommage, d'autant plus, comme Elio l'a dit, ils avaient perdu d'1 point l'an dernier à domicile et que là, le match allait avoir lieu du côté des Hawkeyes, du côté d'Iowa. Donc, dans Iowa New Look avec le départ de leur QB Nate Stanley. Donc c'était vraiment un match à prendre et un match que tout fan du college football aime regarder dans une ambiance incroyable. Ils accueilleront South Dakota, UNLV, Texas Tech, Oklahoma, Kansas State, Baylor, West Virginia et se déplaceront du côté de Kansas, Oklahoma State, Kansas State, TCU et Texas. Le match important de la saison, sans aucun doute, face à Oklahoma. Ils avaient perdu l'an dernier d'un rien. Ça s'était joué sur la toute dernière action dans la red zone, comme je l'ai notifié tout à l'heure avec une interception du DB des Sooners. Je suis certain qu'ils pourront gagner ce match grâce à un groupe expérimenté et talentueux, et en plus ils joueront à domicile. Donc je suis peut-être un petit peu trop optimiste, ou du moins trop pessimiste quand à Oklahoma. Je les vois pas être aussi bons que l'année dernière, même malgré tout ce qu'on dit sur Spencer Rattler et leur squad qui est vraiment talentueux. Donc je pense que Iowa State peut prendre ce match. Avec un tel effectif, de tels joueurs de retour, Iowa State peut viser le titre de champion de division. Ça sera dur, mais je pense que c'est la seule année où ils ont les moyens de leur ambition, et je pense qu'ils n'auront jamais un QB comme un quarterback comme Brock Purdy pour pouvoir espérer à des titres. Donc, en projection, je vois 2 défaites, Oklahoma State et Texas, et peut-être une troisième face à une équipe bien moins forte, donc une sorte d'erreur de parcours. Donc je partirai sur 8 victoires et 3 défaites. Eh bien, merci Gus pour cette présentation d'Iowa State. On va, avant de se quitter, faire les pronostics de la Big Ten. Et oui, c'est quand même un gros morceau parce qu'il y a 10 équipes. Alors, les amis, pardonne-moi avant toute chose. Ne m'en veux pas, mais Baptiste, Oklahoma terminera premier de la Big 12. Ah mais je t'en veux pas puisque c'est mon promo aussi, donc aucun problème avec ça. Ça m'empêche pas de les détester, hein. C'est juste sur le papier l'équipe la plus talentueuse, aussi bien en attaque qu'en défense, donc ça me choque pas de les voir premiers de la division. Ça reste voilà. Très bien. Aucune polémique là-dessus, Val, Gus? Non, du tout. Très bien. Alors là, ça va se compliquer un tout petit peu. Moi, sincèrement, en deuxième position, je mettrais Texas. Allez, les gars, franchement, Texas. Moi je mettrais Oklahoma State pour la raison toute simple, c'est que le match Oklahoma State-Texas se jouera à Stillwater, donc je dirais Oklahoma State.
Oh, on va faire plaisir à Baptiste. Oh là là, ça y est. Ah là là, bon, ok, Oklahoma State deuxième, donc on dit Texas troisième. Oui, moi ça me va là. Ah. Texas troisième. Là, encore une fois, ça va se battre. Moi, j'hésiterais entre TCU, Texas Christian, hein, et Baylor. Qu'est-ce que vous direz? Ou Iowa State. Oula. Moi, soit TCU, soit Iowa State. Je vois pas Baylor aussi fort qu'ils l'ont été. Et puis même, je pense que c'est une des équipes qui va, en termes de bilan, qui va le plus perdre entre l'année dernière et cette année, sachant que je le répète, hein, qu'il y a quand même un changement de coaching staff et que bon, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué, beaucoup de départs, plus des nouveaux coachs. Je pense que ça va être un peu la gueule de bois pour Baylor cette année. Pour toi, Valentin, ta caisse? Ouais, je suis d'accord avec Baptiste. Bon, bah, ça va se battre alors pour la troisième place entre TCU et Iowa State. On va directement jumper à la cinquième place. Texas State, West Virginia, Baylor, Kansas. Baylor. Baylor? Ouais, quand Ouais, même. Baylor aussi. Hein. Je pense aussi, ouais, puis parce que je pense que les deuxième années, là, les coachs deuxième année de Texas Tech, West Virginia et Kansas State, ça va être, ils ont tous fait des premières années tout à fait correctes, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué pour eux cette année que l'année dernière. Donc effectivement, même si Baylor perd beaucoup, je pense qu'ils resteront devant le trio Texas State, West Virginia et Kansas State. Très très bien. Eh bien, sixième place alors, derrière Baylor qui sont donc cinquième. Allez, Texas Tech quand même. Ouais, j'hésite peut-être avec nos amis de la Virginie occidentale. Les Mountaineers. Toi, Peut-être. Baptiste, tu auras le mot Ouais, final. je dois avouer que flip a coin et regarder sur quel côté ça monte. Non, peut-être Texas Tech, ouais. Ouais, Texas Tech 6e, 7e West Virginia. Et puis, ça se passe mal hein, quand même du côté du Kansas, hein, parce que ça fait que Kansas State avant-dernier sûrement, et Kansas dernier. Ah oui, semble que ça. Oui. Donc on s'oriente vers en première place Oklahoma, bien entendu. Deuxième place Oklahoma State. Troisième place Texas. Quatrième, ça se bagarre entre Iowa State et TCU hein, pour quatrième et cinquième place. Sixième place Baylor. Septième place sûrement Texas Tech ou West Virginia. En tout cas, septième, huitième Texas Tech, West Virginia. Et ensuite Kansas et Kansas State. Voilà pour la Big Ten, pour la Big 12. J'adore la Big Ten, je suis désolé. On a en tout cas, on vient de finir un gros morceau, les amis. On se retrouve très très bientôt parce que je viens de un peu de spoiler le prochain épisode. Ce sera la Big Teniste. Hein, voilà, autant se le dire maintenant. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout avec The Lonesome Cowboy qui pourra répondre parce que c'est l'expert Big 12 de chez nous. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tous, bonne soirée.